pour moi, Mbappé, sa vie, elle est nulle. Il vit de sa passion, mais il peut pas vivre, en fait. Il peut pas avoir une vie normale. Et un jour, il nous appelle, il dit, ouais, j'ai besoin de 20 000 t-shirts. Nous, on était absolument pas prêts. On avait 3 petites machines pourries. Juste pour la commande, on a racheté une machine et on s'est retrouvé pendant une semaine à imprimer des t-shirts de 8h du mat à minuit, quoi. Et tu vois, le problème avec les gens aujourd'hui qui veulent se lancer dans un business digital, ou même les jeunes en général, c'est qu'ils veulent tout rapidement. C'est très classique de dire ça et tout le monde le dit. Tout le monde veut tout rapidement. Merci beaucoup, Louis, d'être là. C'était un grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement ce que tu fais maintenant, et après on va revenir un petit peu en arrière. Alors, difficile de raconter toute sa vie comme ça, mais je m'appelle Louis. J'aime penser que je suis un entrepreneur. J'aime faire des choses et créer. C'était quoi la deuxième partie de ta question? On va ton enfance un petit peu. Mon enfance. D'où tu viens? Jusque-là, alors je suis mi-américain et mi-français. J'ai grandi en Angleterre et Aix-en-Provence. Et ouais, j'ai grandi entre les deux pays. Pardon, je sais pas trop comment c'est. J'ai fait mon collège en France, une enfance assez banale, mis à part le fait que j'étais anglais, etc. Et dès mon jeune âge, j'ai commencé à faire du business. J'ai commencé à 16 ans, j'ai commencé par comme le parcours classique, comme tout le monde. J'ai fait une marque de vêtements. C'est le premier business à faire et surtout à l'époque où on l'a fait, c'était un peu avant la vague où c'est devenu vraiment populaire. Mais ça a vachement bien marché. On a eu pas mal de succès. C'était porté par 2-3 célébrités. On est un peu devenu la marque à Aix. Aix, c'est une petite ville, mais on l'a un peu conquise, quoi. En tout cas, j'aime penser ça. Et ouais, j'ai commencé ça pendant le lycée. Ensuite, ça, c'est devenu une marque de textile, en fait. Donc, on a commencé à utiliser toutes les machines qu'on avait et à produire du textile pour les autres. Et ça, c'est ton deuxième business. Deuxième business. Je savais pas comment t'avais transitionné du premier au deuxième. Ouais. Jusqu'à maintenant. En fait, on avait tous ces assets et on n'arrivait pas vraiment à faire de profit avec la marque de casquettes parce que on margeait à 20%. Et c'était quoi le business model? C'est stock et vente au détail? C'était bon, on a eu plusieurs phases. Au début, on commandait littéralement 20 casquettes tous les 2 jours. Après, quand ça a un peu pris, on faisait des gros stocks en Chine qu'on produisait pour un poil moins cher. Mais en fait, au final, maintenant que j'y pense, ça valait pas vraiment le coup. Et il vaut mieux essayer de réduire ces temps. Parce qu'en fait, on mettait 2 mois pour les casquettes. Et entre le temps où on commandait, etc., il y a beaucoup de fluctuations. Et tu vendais en e-com ou? C'était, au début, c'était un peu un marché un peu black. Donc, on vendait à la cour de récré, comme ça, contre des billets de vin. En fait, c'était un billet de vin pour une casquette. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, on a les poches pleines de fric. Et c'était pas vraiment, il y a du fric qui partait un peu partout. On était 5 cofondateurs. Mais on savait pas trop où l'argent allait, quoi. À la fin du compte, on s'y retrouvait pas. Bon, au bout d'un moment, après un mois de succès, on a ouvert la boîte en France officiellement, on s'est tous mis associés. Et comme je t'ai dit, on n'arrivait pas à faire de profit, pas de bénéfice parce qu'on margeait à 20%. En fait, on a directement voulu brancher avec des vendeurs parce que à Aix, il y a une énorme, c'est un peu comme en Corse où il y a une énorme folie pour les marques. Tout le monde adore les marques, Stone Island, etc. Et les magasins qui vendent ça, si tu veux, ils sont populaires. Donc, si tu arrives à rentrer dedans, c'est un peu le jackpot parce que d'un coup, ils t'associent à Stone Island et après, tu deviens une marque à avoir. Donc, nous, c'était notre objectif et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, en quelques mois, on s'est retrouvé dans 6 magasins différents. Et c'était notre stratégie, mais qui, au final, était un peu pourrie parce que les magasins Stone Island, en fait, ils se gavent. C'est pas Stone Island, mais c'est des magasins qui vendent ça. Ils se gavent parce qu'ils se prennent des marges de fou, en fait. Et nous, on n'avait pas trop de quoi négocier parce que eux, ils nous faisaient un peu une faveur. On était jeunes, etc. Et du coup, ils nous prenaient, eux, ils voulaient faire 2 fois la marge sur ce qu'ils nous prenaient. Et encore, ils disaient qu'ils étaient gentils. Enfin bref, au final, on n'avait que 20% de marge de marge brute sur les casquettes. Et on avait entre 10 et 15% d'invendus, quoi. Des couleurs qui plaisaient pas. Et ça t'a apporté quoi de lancer un business si tôt? C'était, j'ai appris un peu, tellement de choses. J'ai appris qu'il faut pas lancer un business avec 5 personnes et surtout pas ses potes.
En fait, on s'est vachement pris la tête constamment et il faut qu'il y ait un leader. Et en fait, c'est la dernière fois que je me suis vraiment dit plus jamais je lance un truc avec quelqu'un. En tout cas, une équipe, en tout cas pas à la même hauteur. Il faut toujours qu'il y ait un leader, une vision, une personne qui est en charge pour tracer les décisions. Parce que si c'est pas clair qui est le decision maker, ensuite il y a des disputes et si on part d'un côté ou d'un autre, s'il y a une décision qui est prise sans consensus, ça fait des problèmes, ça touche à l'ego et puis en plus on était jeunes donc c'est un peu parti en couille. Et pardon pour le swearing et en fait le problème c'est quand t'es autant aussi les visions ont vachement divergé. Donc ce que j'ai appris c'est vraiment se focus sur une vision et de pas changer. C'est important de pivoter, tu vois, par exemple, après on a pivoté, on est parti sur du textile. Avec tous les cofondateurs ou certains sont... Non, juste 2. Ok. Donc les 3 qui bossaient le moins, ils sont partis, ils ont fait leur truc. Et nous on a continué à faire, ça s'appelait France Tex, donc le nom était assez stylé. Et ça a vite grossi, ça a vite pris de l'ampleur et on s'est retrouvé à faire en gros tous les pulls pour les BDE, les assos, etc. Et à Aix-Marseille, il y en a tellement. Et du coup, on s'est vachement gavé. On a même fait un partenariat avec Sosomanes. Donc, tout le monde connaît, j'imagine, j'espère. Et en fait, on a monté la marque de Sosomanes qui s'appelait la Franc-Manesserie. Je ne participe absolument pas à cette connexion, mais il adore ça. Et en fait, on gérait tout. Et c'était une expérience de dingue. Et je sais pas si je reviens à ta question originale, mais ça m'a appris vraiment à manger la terre, comme j'aime le dire, parce qu'on imprimait les t-shirts à la main, tu vois. Et puis quand on avait des grosses commandes, on a fait une commande pour la plus grosse commande qu'on ait eue, c'était pour un rappeur qui s'appelait TK, qui était un pote à Jul en fait, et qui avait un peu eu sa phase. Et c'était un mec qui était fou de sa communauté. Et un jour, il nous appelle, il dit ouais, j'ai besoin de 20 000 t-shirts. Nous, on n'était absolument pas prêts. On avait 3 petites machines pourries. Juste pour la commande, on a racheté une machine et on s'est retrouvé pendant une semaine à imprimer des t-shirts de 8h du mat à minuit, quoi. Là, t'étais encore au lycée ou c'était début d'études supérieures? Ça, c'était études supérieures déjà. Donc ouais, j'étais déjà à Londres, mais je rentrais toutes les vacances et on avait une petite équipe quand même. Donc moi, je manageais et l'été, en fait, c'est là où on bombardait et c'est là où je produisais. Mais donc ouais, on travaillait un peu. Je déteste cette expression parce que c'est pas très correct, mais on travaille comme des Chinois. Et donc pour répondre à ta question, tout ça m'a appris à bosser comme un Chinois et mettre la main à la pâte. Je sais pas si c'est un peu ce que je racontais dans le dernier épisode avec ma mère où j'ai commencé de zéro, enfin à faire du travail super manuel, répétitif, même de nuit. On a commencé à ça et on sait ce que c'est. Ouais. Et je lui ai dit que c'est ça qui m'a motivé et j'ai su que je devais me bouger pour pas faire ça toute ma vie parce que c'est juste pas possible en fait. En tout cas, ça correspond pas vraiment à ma vision, donc. En fait, je trouve que c'est nécessaire d'avoir un peu cette discordance entre le travail et l'effort que tu mets et l'argent que tu en tires, parce que ça t'apprend que dans le business, il y aura plein de moments où tu devras fournir un effort de dingue et qu'il n'y aura pas de retour. Et tu vois, le problème avec les gens aujourd'hui qui veulent se lancer dans un business digital, ou même les jeunes en général, c'est qu'ils veulent tout rapidement. Et ça, c'est très classique de dire ça et tout le monde le dit. Tout le monde veut tout rapidement. Et parce qu'on a cette idée que tu peux lancer un truc de dropshipping et que en l'espace d'une semaine, tu peux faire 50 000 balles par mois, c'est possible forcément. Mais en général, les choses, elles prennent du temps. Les choses, elles prennent des années. Tu sais que ce que tu dis entre la discordance entre les efforts que tu mets et le reward que tu as, moi, je suis toujours dans cette situation selon moi. Après, ça reste relatif, mais je pense que je suis toujours... C'est ce que je me disais cette semaine. Ouais. Donc... c'est marrant, je pensais à ça hier soir, dans mon lit, je crois. En fait, il y a vraiment des étapes. Chaque entrepreneur a ses étapes et tu as de plus en plus de leverage, tu as de plus en plus un levier qui fait en sorte que l'effort que tu fournis est décuplé. Et c'est qu'une fois que tu passes à l'étape supérieure que tu réalises tu réalises tout ce que tu aurais pu optimiser. C'est logique ce que je dis, mais tout ce que tu aurais pu optimiser avant.
Et, et ouais. Et en soi, on sait toujours un peu ce qu'il faut faire. Mais ce qui nous empêche de passer à l'étape d'après, c'est la peur. C'est le fait de pas s'auto-évaluer assez. Mhm. Ouais. Non, mais ça me fait penser à plein de choses ce que tu dis. Donc, parce que Ouais. tu sais que je sais ce que je dois faire pour passer à l'étape supérieure. Tu me le dis, je le sais. Et inversement. Ouais. Mais en tout cas, moi, je le fais pas encore. Donc, ouais. Ouais, c'est un problème. Trop intéressant. Est-ce que tu peux revenir sur la partie double culture, peut-être triple culture même? Parce que c'est assez rare. En tout cas, j'ai pas l'habitude d'avoir des personnes qui ont autant d'origines différentes. je sais pas, triple culture, tu veux dire quoi? Que je suis corse? Non, t'es US, t'as grandi au UK et Ah t'as ouais. grandi en France. Non, Ouais. Corse. Bah, Enfin, quadruple là-dessus, culture, mais ok. alors. Corse, c'est bien. Quand même. Mais ouais, ben, c'est marrant parce que quand t'es petit, tu te vois un peu comme un extraterrestre. Moi, quand je suis arrivé en primaire, au collège, ça m'a toujours mis un peu sur. Je sais pas, je me sentais un peu différent. Parce que j'étais différent enfin, différent sans me. Mais ouais, sur plein d'aspects. Donc ouais, tu réalises qu'il y a déjà un truc un peu. Je sais pas, que ta vision du monde, elle est un peu plus globale. Moi, quand j'étais à Aix, j'ai toujours trouvé que les gens étaient vachement focus sur leur ville, sur d'où ils viennent. Et en fait, chaque ville, chaque endroit a ses codes. T'as les mœurs, les coutumes. Et, mais même la façon de penser, les pensées restrictives, ça crée une espèce de bulle. Que ce soit autour de ta ville, autour du pays, autour de la France. Et en fait, dès que j'étais jeune, tu vois, je voyais tout le monde qui disait, moi, par exemple, quand on faisait les choix au lycée, les gens ils disaient, je vais faire une prépa, je vais faire ça. C'est comme si pour eux, c'était les seules opportunités possibles. Alors que pour moi, la France, c'est 10% des choix qu'il y a. Et 90%, c'est le monde, et le monde, il a tellement à offrir. Et enfin bref, ouais, je pense, ça t'ouvre au monde à très jeune. Et tu penses que ça te sert toujours maintenant dans la partie business ou pas spécifiquement? En fait, au fur et à mesure des années, tout le monde, mes potes en tout cas, les gens que je connais m'ont rattrapé sur le côté mondial. Maintenant, ça devient classique de partir à l'étranger, etc. Mais au lycée, par exemple, en terminale, les gens ils font pas ça. C'est que après, tout le monde, par exemple, ils sont partis en école de commerce, ils ont tous fait des années à l'étranger, etc. Donc, tout le monde a développé ça par le biais de ces écoles, et ça, je trouve ça super. Mhm. Mais ouais, pardon, ta question c'était. Non, c'est juste savoir si tu l'utilises Toujours, dans ton ouais, business. En toujours. fait, si je peux préciser ma question, je peux répondre tout seul. C'est que Ouais. ça a fait qui tu es maintenant. Du coup, forcément, ça a un impact sur ton business. Donc, C'est, en fait, bon, là, je rentre un peu dans les détails, mais la communication, c'est pour moi 90% d'un business. Moi, je fais des logos pour ceux qui savent pas, et la communication, ça fait tout. Même quand je livre un logo pourri, si la communication elle est bien, ça va être ouf. on en parlait dans l'épisode avec Johan, le premier, Ouais. que dans le business d'agent spécifiquement, c'est surtout la communication qui est importante. Évidemment, Ouais. à long terme, les résultats, ça va être super important, mais la communication, ça l'est encore plus. Mm. Parce qu'il y a des clients avec qui on peut avoir des super résultats, mais on communique pas forcément assez ou de la manière à laquelle ils s'attendent, et ça peut créer des soucis, enfin, vraiment. Donc, Ouais. je suis d'accord avec ça. Ouais. Du coup, ouais, ça a fait que dès que j'étais très très jeune, enfin très très jeune, tu vois, je faisais des logos pour les mecs sur Call of Duty. Moi, j'avais accès, en fait, quand tu parles anglais, enfin, t'as accès à un marché qui est beaucoup plus grand. Pas forcément mieux parce que tu peux très bien réussir en te focalisant sur un petit marché, mais voilà, ça t'ouvre un peu à tout. Donc, ça m'a ouvert au monde du design, et t'as aussi beaucoup plus de ressources qui sont available pour toi. Tu peux accéder à tout, et ça aide énormément parce que je me rappelle quand j'apprenais le russe par exemple, dès que tu veux trouver un truc en russe, ben, ça rend tout tellement plus compliqué. Et j'en parlais avec Julien, un pote à moi, comment lui, ben, pour lui, tu vois, par exemple, trouver un éditeur pour ses vidéos juste parce qu'il a besoin d'un éditeur français, ça rend tout tellement plus compliqué. Mais c'est ça partout en fait. Ok, trop bien. Ouais. Et t'as commencé à l'aborder, mais sur la partie études supérieures, est-ce que Ouais. tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce t'as déjà allé sur la partie logo, mais on va y aller petit à petit. Ouais. Et après, sur l'après, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé pour toi après le bac? Parce que tu nous as parlé de ta partie pro et la partie études, tu peux nous en parler un peu? Alors études, je suis parti à Londres
en 2018 pour faire un bachelor en économie. Économie et business. Et dis pas econ, s'il te plaît, Econ. Louis, parce qu'après, les idiots comme moi vont comprendre ecom. C'était une expérience de dingue. J'ai kiffé parce que Londres, je suis arrivé, je me suis acheté un costume, 3 chemises et tous les jours j'allais à l'université en costume. Maintenant que j'y pense, j'avais l'air d'un con, mais j'étais tous les jours en costume parce que j'avais qu'un rêve, c'était de devenir un golden boy. Genre un mec qui bosse à la City en finance, qui fait plein de sous et tout. Je sais pas pourquoi j'ai ce rêve d'ailleurs. Mais ouais, du coup, bachelor, ça a été coupé court par le Covid. Du coup, après 1 an et demi, je suis rentré, j'ai dû finir en France, quoi, à distance. Et ensuite, j'ai fait HEC. Donc, j'ai rejoint le programme grande école en M1. Et j'ai drop out de HEC. J'ai drop out au bout d'1 an, au bout de 8 mois, et je suis venu ici, quoi. Ok. Et sur la partie, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire des études? Est-ce que ça t'a ouvert du réseau, structuré ta pensée? En fait, je t'ai déjà posé la question, donc je connais la réponse, mais Ouais. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, est-ce que je le referai? Oui. Je referai l'expérience à Londres à 100%, meilleure époque de ma vie. Et puis surtout, faire les études, c'est quelque chose qui est précieux, je pense, parce que c'est une époque d'insouciance. Donc, tu continues à être un enfant alors que tu es un adulte. Donc, tu peux faire tout ce qu'un adulte fait et être un enfant, pas avoir de problème. Même si je travaillais en même temps, etc., j'étais encore un enfant. Et donc, ça m'a apporté une période vraiment de paix, quoi, où j'étais in peace. Et ouais, à Londres, c'était exceptionnel. Mais tu penses que justement te préserver pendant ces années d'études, c'est un point positif? Parce que comme tu sais, moi, je suis allé directement dans la vie active et ça m'a pas préservé du tout. Est-ce que tu penses que ça t'aurait pas fait accélérer d'être direct dans le vif du sujet, disons? Bah, tu vois, moi, je sais pas si accélérer ou faire plus jeune, c'est forcément un goal important. Et je pense que ça devrait pas forcément l'être parce que je pense que le travail et l'entrepreneuriat, c'est une partie importante de ma vie, mais ça devrait pas être toute la vie. Et justement, si on a cette vision ou si ça commence à prendre une trop grosse partie de sa vie, je pense qu'on rate trop de choses. Je pense qu'on rate trop de choses et du coup, oui, j'aurais pu accélérer, oui, j'aurais pu faire plus, mais j'aurais raté tellement de choses. Et le fait d'être plus loin maintenant, c'est pas forcément mieux. À n'importe quelle étape de sa entrepreneurial journey, c'est une belle étape, c'est un beau voyage et c'est un long voyage qui se finit jamais parce que tu peux toujours aller plus loin, plus haut. Et tu vois des mecs comme Bernard Arnault, ils ont tout et ils continuent à travailler tout autant. Ça montre bien que c'est que des étapes. Il n'y a jamais de but. Et justement, si on cherche trop à avoir cet objectif plus jeune, on est dans une constante peine et on se sent toujours pas bien parce qu'on n'est jamais satisfait, quoi. Je vais aller sur la partie, disons, chemin vs reward. Enfin, Ouais. qu'est-ce que c'était pour l'instant le moment dans ta partie entrepreneur où t'as été le plus fier de toi? Genre le moment où tu te dis, ok, là, je suis fier. Si c'est déjà arrivé. Je pense que là-dedans, je vais parler d'HEC. Et en fait, je considère HEC et même l'université comme de l'entrepreneuriat. Parce que il y a 2 façons de voir ses études supérieures et ça, c'est des bons conseils, je pense, pour quelqu'un qui est au lycée ou qui regarde ça. Je prétends rien, mais en fait, c'est un jeu. C'est un jeu et que ce soit le business ou les écoles, c'est un jeu et c'est pas forcément être le meilleur, c'est comprendre le game et le mettre en place. Et moi, j'ai fait HEC qui est censé être la meilleure école en France, la plus dure à avoir, etc. Et alors que de base, j'étais un élève complètement moyen. Mais j'ai compris les étapes qu'il fallait faire pour y arriver. Je me suis dit, je vais y aller, je vais le faire. Je me suis pas donné le choix. Donc, quand j'ai appliqué pour faire HEC, j'ai appliqué qu'à une école. J'ai pas mis les SEC, etc. Je me suis dit, ben, ça, c'est le jeu, c'est ce qui a gagné et je savais que j'allais le gagner, je savais que j'allais le faire. Donc, en fait, là où je suis le plus fier, c'est d'avoir fait ça et pas le business ou pas les autres trucs que j'ai accomplis, entre guillemets. C'est vraiment ça parce que je pense que c'était un peu,
J'ai du mal à parler de mon histoire, à parler de moi, parce que je veux pas paraître prétentieux ou quoi. Mais rentrer dans cette école, d'être le premier de ma famille qui rentre là, que ce soit en fait, l'image, et c'était tellement pour la vanité. C'est ça qui est horrible encore aujourd'hui, c'est que j'en suis encore fier, mais pour l'aspect vanité. Et tu vois, en fait, la fierté, elle est vachement déterminée par le regard des gens. Aujourd'hui, ce qui fait que je suis pas forcément fier du business que je fais, c'est que tout le monde a un regard pourri sur ce que je fais. À part toi, parce que tu connais vraiment le business. Après, ils sont très naïfs de penser ça parce qu'on en a parlé ensemble. C'est souvent les business les moins flashy, je pense si on peut dire ça, Ouais. qui sont les plus bénéficiaires. Mm. Et ceux qui sont sur le Forbes, pas Forbes, le classement, mais ceux qui sont dans les magazines, qui font des SaaS, on sait que c'est pas leur argent, qui sont pas forcément profitables et qu'il y en a en fait 1 sur 10 qui a rien que le bénéfice que tu fais maintenant. Moi, je le sais, mais forcément de l'extérieur, on peut facilement dénigrer ton activité ou même la mienne en soi. Quand il y a des développeurs, disons, entre guillemets, des vrais développeurs qui, je leur explique ce que je fais, ils disent, OK, mon cousin, il pourrait faire ça. Je dis, OK. Mais nous, on répond à un besoin, on répond à une problématique. Et ça, tu m'en avais parlé aussi quand tu as expliqué, ou en tout cas quand tu expliques à tes anciens camarades d'HEC ce que tu fais. Pour eux, c'est genre comme si tu n'utilisais pas ton potentiel ou ton talent, parce que c'est pas genre faire une startup ou lever des fonds. C'est juste un business rentable dès le jour 1. Ouais, je pense que honnêtement, ouais, je tire pas une énorme fierté du business que je fais, tu vois. Je tire pas une énorme fierté. J'adore mon équipe, j'adore tout ce que je fais, je suis très content, j'adore et je suis passionné de ça. Mais là tu me poses la question, c'est très dur de savoir pourquoi je sens pas cette fierté pour ça. Alors pour un truc comme HEC, alors qu'au fond de moi, j'en ai rien à foutre. Et il y a beaucoup plus de personnes qui font HEC que ce qui arrivent à faire ce que tu fais à ton âge. Ah, tu vois Dubaï, tu vas n'importe où, et bien sûr, mais que des mecs de 25 ans qui font des millions. Quand même, statistiquement, je pense que tu devrais être fier de toi. Ouais, mais tu vois, moi, je pense pas que par exemple, ton revenu, si statistiquement, il est Enfin, je dis pas que t'as dit ça, mais parce que, ok, je gagne de l'argent statistiquement, c'est ok, je pense pas que ça fasse. Je pense pas que ce soit un marqueur de succès, en fait. Je pense que c'est. Et même parfois, tu vois, ça peut être complètement détaché. Je te donne un exemple. Le nombre de fois où j'ai vu des gens faire énormément d'argent avec un moyen qui est pas forcément ultra éthique et qui est pas forcément, tu vois, et là je me dis, ben, aucun respect pour ces gens-là, même alors qu'ils font énormément d'argent. Et en fait, je pense que j'aurais beaucoup plus de respect pour moi-même si je faisais un truc où je sais que je fais vraiment du bien et que je fais vraiment le bien autour de moi. Et je dis pas, mon business, il est super à tout le monde. Parce qu'en fait, là, vu que t'as pas encore expliqué en détail, on croit que c'est un truc limite, mais pas du tout, c'est juste un service assez classique. Je veux juste rebondir sur ce que tu dis, Louis. Pardon, je suis allé un peu en détail, tu me fais passer à des trucs. Pas de souci. Le seul truc, c'est que dans ma vision, c'est exactement ça aussi. Je sais que, comme tu sais, je suis très bien placé pour savoir que la façon dont tu gagnes l'argent, c'est plus important que l'argent en soi. Et que tu peux devenir, ça peut te détruire si tu l'as gagné d'une mauvaise façon. Je parle pas de moi, je parle de personnes très proches de moi. Donc, et ça, on en a déjà parlé plein de fois ensemble. C'est, pour moi, on mesure pas, tu me parles de certaines personnes qui ont genre quelques années plus que moi et qui font 30, 50 millions. Pour moi, ça dépend juste comment tu le fais. Parce que si au final, les conséquences d'avoir autant d'argent, c'est d'avoir une vie qui est ingérable, pour moi, ça a aucun sens, tu vois. Alors, si je peux être un peu plus concret, pour moi, Mbappé, sa vie, elle est nulle. Il vit de sa passion, mais il peut pas vivre, en fait. Il peut pas avoir une vie normale. Toutes ses relations, elles sont complètement biaisées. Et c'est invivable, en fait, parce que dans ce que tu as dit juste avant, plus important que le business, c'est l'entourage, je pense. Ou au moins aussi important. Et t'imagines, lui, il doit tout calculer. Ça veut dire que tu sais pas si quelqu'un est là pour les bonnes raisons, les mauvaises raisons. Et je pense que sa vie, je pense vraiment, si on prend les joueurs de foot, tout le monde dit oui, leur vie, elle est trop bien, mais moi, je pense que leur vie, elles sont horribles. Après, je pense que c'est différent, mais parce que c'est sûr qu'il est super fier de lui. Je suis même pas sûr de ça. Enfin, c'est marrant que tu compares un peu la fierté avec le fait d'être bien en général, ou le fait d'en vivre bien. Je pense, enfin, honnêtement, je me fais pas de soucis pour Mbappé. et il y a des parties de ta vie que tu dois sacrifier quand tu veux faire des choses exceptionnelles. Et
ça peut te rendre heureux et tu peux rester heureux en ayant ces sacrifices, je pense. Ce que je disais pour moi, c'est que l'argent, ça a zéro. Pour moi, l'argent, c'est pas du tout un facteur, en fait, dans aucune de ces choses-là. Et Mbappé, tu vois, je pense que pour lui, l'argent, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut vraiment pas dire grand-chose. Et bon, moi, je fais un peu je suis un peu celui qui s'en fout de l'argent, etc. Mais plus, tu vois, moi, quand je pense aux périodes, plus j'ai gagné d'argent, plus j'étais malheureux. Et c'était vraiment. Et moins j'étais fier de moi. C'est comme si. Pourquoi? Parce que je bossais tellement et qu'en fait, je suis fier de moi quand j'accepte de vivre. Je suis fier de moi quand je me dis, ta vie, c'est maintenant et tu sais ce que c'est la vie pour toi. J'ai 2 points sur ça. Le premier, c'est pareil. Le moment où j'ai gagné le plus, c'est là où j'étais le plus malheureux, mais j'étais vraiment à zéro. J'étais juste 1 heure par jour sur l'ordi, sinon je pouvais faire que dormir. Et le deuxième point, c'est si on regarde les meilleurs moments des 12 derniers mois, il y en a combien qui sont liés au fait que tu gagnes ce que tu gagnes? En tout cas, pour moi, presque proche que zéro. Si tu prends mes meilleurs moments dans les 12 derniers mois, je pourrais gagner genre ce que j'ai gagné à 20 ans, 18 ans, j'aurais pu faire les mêmes moments, tu vois. Et ça m'a surtout apporté des problèmes que, tu vois. Bah, tu vois, bon, ça je t'ai raconté déjà, mais je dis toujours, on travaille, on part loin pour rentrer chez soi. Et en décembre, je suis rentré chez moi, j'ai pris un mois plus ou moins de pause pour la première fois depuis 2 ans. J'avais bossé comme un fou. Et j'avais un peu accompli, donc j'avais monté toute mon équipe et tout était automatisé, tu vois. Donc je faisais plein d'argent, j'avais du temps. Et ce mois-ci, j'ai fait qu'une chose. Je suis allé au même bar, avec les mêmes personnes. Sauf que j'ai fait les mêmes choses. Sauf que quand tu m'en parles maintenant, tu me dis que c'était un mois perdu de ta vie. La dernière fois qu'on en a parlé, tu m'as dit ça. Parce que je retourne dans un mauvais mindset. Parce que je retourne dans une période de ma vie où je suis détaché des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Je suis détaché de ma vraie vie. Et encore une fois, je suis un peu hypocrite avec moi-même, constamment. Tu vois, j'oscille toujours entre ces deux phases, entre ces deux Louis. Et à chaque fois, c'est un Louis qui ment à l'autre. Mais au final, je sais sur mon lit de mort quel Louis j'aurais aimé être le plus. Et le plus grand challenge pour moi dans ma vie, c'est d'accepter de passer le bâton un peu plus au vrai Louis, quoi. Au Louis qui vit. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est ce que j'essaie de trouver. Ça va. Est-ce que tu peux, parce qu'on l'a pas encore fait, parler un petit peu plus en détail de ce que tu fais maintenant, un peu plus concrètement? Ouais, bien sûr. Donc de base, je suis un graphiste. Donc je fais des logos, comme j'ai raconté, j'ai toujours fait des logos depuis que je suis tout petit. Pour des trucs Call of. Donc j'avais 12 ans, je faisais des logos déjà. Et petit à petit, j'ai commencé à en vendre. Donc tu vois, il y avait pas mal d'avocats dans ma ville. C'est que des avocats, plein de parents de potes avocates, ma mère est avocate. Et du coup, quand ça s'est un peu dit que je faisais des logos, tout le monde voulait des logos de moi parce que je les faisais pour pas cher en fait. Du coup, j'ai commencé à vendre des logos et j'ai monté dans ça. Et en fait, ça a toujours été en parallèle de mes autres business. Et je me suis jamais vraiment focus dessus. Et c'est que pendant le Covid, en fait, où j'ai vraiment, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, je peux faire ça. J'adore faire ça. Donc, je suis retourné à ça. Et en fait, tout le monde me disait, non, il n'y a pas d'argent là-dedans, faut pas le faire. Tu peux pas être graphiste. Et puis, tu vois, moi, mon père, il voulait que je fasse banquier à la City à Londres, être un Golden Boy, tout ça. Donc, j'ai dit non, je fais pas ça, je vais être graphiste. Et j'ai commencé. Et voilà, j'ai développé un business. Et en fait, petit à petit, on a fait de plus en plus de logos. On s'est mis sur les plateformes de freelance en ligne et on a complètement explosé, en fait. Alors, ça a pris du temps, ça a pris des années, mais on a atteint un niveau qui est un super niveau. Et aujourd'hui, on fait 20 logos par jour, quoi. Il y avait une période où je faisais 20 logos tout seul. Donc, en fait, je me levais le matin et je passais mes journées entières non-stop parce qu'en fait, je savais pas comment monter une équipe. C'était quand? Jusqu'en août, j'étais tout seul. Donc, c'est que depuis août que j'ai une équipe et que avant, j'étais tout seul. Il y a avec mon père, bien sûr, qui bosse avec moi. Mais ouais, sinon,
C'était comment? Trop bien. Et tu te vois faire ça pendant longtemps? Ouais. J'adore les logos. C'est quoi ton ambition avec cette activité spécifiquement? Mon rêve, c'est de faire des logos qui changent le monde. Tu penses que des logos peuvent changer le monde? Absolument. C'est une référence. Convainc-moi parce que je pense que non. C'est une référence horrible, hein, mais le signe nazi. Je pense que le signe nazi, c'est la preuve de la puissance d'un logo et l'importance d'un logo. Et c'est un pote à moi qui est fan d'histoire qui m'en a parlé. On a une discussion sur ça et sur le rôle que ça a joué. Et les logos, c'est extrêmement puissant. Les logos, ça crée des groupes. Les logos, ça réunit, ça... Tu m'as dit il y a 10 minutes que ce que tu faisais, ça n'avait pas d'impact. Et tu es en train d'expliquer le contraire. Pour qu'un logo ait de l'impact, il faut que le projet ait un impact. Et en fait, moi, la niche dans laquelle je suis, c'est je fais des logos pour des projets qui n'ont pas d'impact. Ma niche, c'est le McDonald's du logo, quoi. C'est le logo pas cher. Du coup, forcément, c'est pas des gens qui... Enfin, en général, c'est des petites boîtes. C'est pas des gens qui ont forcément une ambition de créer un truc important. Et voilà, ça reste des petites boîtes. Mais tu es capable de le faire pour des grosses boîtes. Donc pourquoi tu le fais pas? Parce que c'est une industrie où, en fait, c'est un peu comme l'art. C'est un peu comme l'art moderne. Il faut atteindre un certain niveau de crédibilité avant de pouvoir mettre un prix ou même être regardé par les gens. Et même si je faisais quelque chose qui était exceptionnel, un dessin qui était exceptionnel, ça passerait inaperçu en fait. Et ça passerait inaperçu et ça n'aurait pas la valeur que... Ça serait trop dur de vraiment expliquer aux gens la valeur que ça a. C'est que quand tu as les yeux rivés sur toi, que tu fais quelque chose, que ça devient exceptionnel. Pourquoi nos agences, elles sont la même taille, elles ont été créées à peu près en même temps. Pourquoi moi je pourrais faire le site d'EDF et tu pourras pas faire le logo d'EDF? Moi je pense que tu peux le faire. Parce que... Tu peux le faire, lui. Peut-être. Je pourrais le dessiner, mais le vendre. Et ton ambition, disons, avec l'agence, du coup? Parce que changer le monde, mais est-ce que tu peux être, disons, plus concret? Enfin, faire des logos qui changent le monde, ouais. Non, j'ai pas dit que je voulais changer le monde. Presque. Mais non, avec l'agence, je continue à la monter. J'aimerais bien être la plus grosse agence de logo du monde en termes de volume. De volume de logo? Ouais. Et je sais pas, faire 200 logos par jour, avoir plein d'employés. En fait, moi, j'adore mon équipe. Mon équipe, c'est ma famille et je trouve ça incroyable de voir autant de gens venir ensemble, travailler pour quelque chose, travailler pour un rêve commun. Et justement, sur ça, si on peut aller un petit peu là-dessus, rêve commun. Est-ce que tu penses qu'ils travaillent pour un rêve commun ou pour ton rêve et qu'ils s'en rendent pas compte? Non, pour un rêve commun. C'est quoi le rêve commun? Le rêve commun, c'est d'avoir une boîte énorme de logos et de continuer à faire de plus en plus de logos. J'ai quelques employés qui sont dans mon rêve commun, mais la majorité, ils le sont pas. Ouais, non, c'est sûr que il y a le cœur, il y a vraiment les employés, ceux qui sont le plus proche et forcément les nouvelles recrues, ceux qui sont pas là depuis le début, etc., ou ceux qui se détachent, qui sont pas dans le rêve commun. Ouais, j'aimerais bien donner cet exemple. Jeudi soir, j'ai dû convoquer les deux plus hauts de l'agence et leur mettre un petit coup de pression parce qu'il y a des choses qu'ils doivent faire qu'ils faisaient pas. Et je pensais qu'ils s'en foutaient, en fait. J'en étais là, tu vois. Et en fait, c'était un super mauvais jugement de ma part parce que dans leur réponse, j'ai senti que pour eux, c'était toute leur vie aussi. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a pas mal marqué. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était leur entreprise. Ouais. Mais je sais pas si ça peut tenir sur le long terme, qu'ils le considèrent comme leur entreprise et que ça soit pas le cas, tu vois. Il faut faire en sorte que ce soit leur entreprise. Il faut leur donner des actions. Ah là, la misère. Ouais, non, je sais. Enfin, moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je suis d'accord avec toi parce que déjà, les plus grosses entreprises le font. Après, tellement différent, c'est peut-être pas une bonne référence, mais je pense aussi que si je veux, et c'est ce qu'on essaie de faire tous les deux, se concentrer aussi sur d'autres activités et qu'on veut pas délaisser, mais baisser en niveau d'attention sur cette activité-là, sur nos activités d'agence, et qu'on veut des personnes qui soient proches de notre niveau d'implication, je pense que c'est obligé de leur donner des parts, sinon ça va pas arriver. Ou à minima des bonus importants ou des choses comme ça. À 100%. Ok. Donc, une agence qui fait 2000 logos par jour. T'as dit 200 ou 2000?
2000. Trop bien. Et de manière générale, où tu te vois, disons, à terme de 5 ans au niveau business? On va rester business. Dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aimerais être influenceur dans le monde dans lequel je suis. J'aimerais vraiment partager ma passion pour les logos. Apprendre à d'autres jeunes comment monter une agence et surtout à croire en eux. C'est un peu cliché, mais je trouve que c'est important, tu vois, et ça a été important pour moi d'avoir toujours un exemple. Et j'aimerais être un exemple pour les plus jeunes et à qui on dit être graphiste, c'est pas un beau métier, tu vois. T'as eu des exemples? J'ai eu. Tu me poses une colle parce que j'aurais pas forcément de nom parce que j'en ai tellement. T'es pas obligé de mentionner une personne, mais est-ce que t'as eu des exemples? Parce que moi, je pense que j'ai pas eu d'exemple. Ouais, j'ai toujours eu des idoles dans le domaine dans lequel je suis. Saji Haviv, par exemple, c'est un mec, c'est un logo designer et j'ai toujours été absolument fou de lui. Mais dans chaque partie de ma vie, j'ai des idoles, que ce soit la musique, le cinéma, tout ça. Des gens qui m'inspirent, quoi. On va pas aller par ce sujet parce que tu vas complètement perdre, mais on va repartir sur le business. Ok, donc ce que tu fais, je pense que tu auras besoin de moins de 5 ans. Ce que tu viens de mentionner, tu auras besoin de moins de 5 ans pour le réaliser. Je pense que dans 1 an, c'est réglé. Tout ce que tu as mentionné. Après, ça dépend à quel niveau, forcément, comme d'habitude, mais je pense que c'est largement possible. De manière générale, j'allais te dire, parce que je me pose tout le temps cette question et je sais que tu te la poses aussi, genre, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais sur Terre? C'est quoi ta mission quand tu te réveilles? Ce matin, j'écoutais un podcast de Sam Ovens et il disait tu es qui? C'est qui, Louis? Et toi, qu'est-ce que tu fais là, Louis? Du coup, c'est un peu la même question. Tu es qui ou qu'est-ce que tu fais? Moi, je vis vraiment pour les émotions, tu vois. Je vis pour les émotions et j'ai beaucoup d'émotions. Je peux aller là-dessus? Ouais. On a un point commun, c'est qu'on est très extrême. Mais je pense que c'est la première fois que je vois quelqu'un encore plus extrême que moi. Une de mes chansons préférées, c'est Mourir d'aimer de Charles Aznavour. C'est pas des chansons que je te recommandais, ça. Et Mourir d'aimer, c'est incroyable parce qu'il crie quand il chante et il crie. Il exprime le fait de mourir d'aimer. Et moi, c'est toujours un truc qui m'a toujours attiré, quoi. Mourir d'aimer et en fait, mourir, c'est vivre, quoi. Ou vivre au point de pouvoir en mourir. Donc, qu'est-ce que je fais sur Terre? Je suis sur Terre pour l'art, je pense. Je suis sur Terre pour les émotions et pour partager des émotions et que les autres sentent vraiment des choses et pour aider les gens à s'éveiller, à venir en vie. Parce que je pense que la majorité des gens, et incluant moi, l'immense partie de ma vie, c'est comme si on était endormi. On vit pas réellement. On vit pas réellement et c'est que quand t'apprends qu'il te reste... On est toujours déconnecté. On est toujours déconnecté. Même à des moments genre, où on est censé être au top, dans les derniers moments qu'on a passés, il y en a où c'était le cas. Genre on est à moitié sur nos téléphones. On est à moitié là à penser à autre chose. Je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que c'est pas juste une question de focus, mais vraiment une question de conscience. La vie, c'est tellement grand et tout ce qu'on fait chaque jour, c'est tellement petit. Est-ce que la façon dont, enfin, on va dire ta vision, parce que je sais que t'aimes beaucoup ce terme et ça te reflète pas mal, elle a évolué entre tes 18 ans et maintenant? Sur la vie? Énormément. Moi, ça n'a pas du tout évolué. Je te coupe. Ça n'a ouais. pas du tout évolué. C'est toujours, je dois prouver à certaines personnes, à ma famille, que je peux faire ce que j'ai à faire pour eux. Et je suis toujours là-dedans. Et je pense que c'est un gros problème, parce que je suis toujours là en train de me battre contre quelque chose, au lieu juste de construire. Mais je pense que tu vois, et je crois que j'ai un peu vu ça sur le podcast avec ta mère, c'est que ta famille, ils sont heureux. Tu vois. Et moi, un jour, je disais à mon parrain, il me dit, pourquoi tu travailles autant? Pourquoi tu gagnes autant d'argent? Je disais, ouais, parce que je veux mettre ma mère à la retraite. Mais là, il me dit, mais ta mère, elle a même pas envie d'être à la retraite. On a coupé cette partie du podcast, donc tu l'as pas vu, mais je sais pas si je t'en ai parlé.
on a coupé la partie où je disais que j'allais mettre ma sœur à la retraite et que j'avais une liste de 15, comme tu sais, je t'ai déjà dit. Ouais. J'avais une liste de 15 personnes que je veux mettre à la retraite. Mais en fait, les gens, ils me demandent pas ça. Mm. Les gens, ils me demandent juste d'être Paul, tu vois. Mm. Pas du tout ça. Et à chaque fois, je te montrerai sur LinkedIn un de mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi. À chaque fois sur LinkedIn, c'est pas bravo, c'est pas félicitations, comme tout le monde fait. C'est prends soin de toi, prends du temps pour toi. Il l'écrit même en public, il me le dit tout le temps, mais il l'écrit même. Ouais. Et je pense qu'il a vraiment raison. Et pour toi aussi. De toute façon, beaucoup de choses qu'on te dit ou on me dit, ça s'applique à l'autre. Donc. Ouais. Mais. Et en fait, je pense que c'est plus facile dans la vie de souffrir que d'être heureux. Tu vois, et on trouve toujours des raisons de souffrir. Et moi, ce qui a été une réalisation un peu horrible dans ma vie, c'est qu'à la fois, j'adore travailler, en même temps, je sens que c'est ma plus grande source de souffrance. Et donc, ma vision de la vie, elle a tellement évolué parce que avant, je connaissais pas autant cette partie de moi. Je savais que j'adorais travailler. J'allais travailler, comme j'ai dit, comme un Chinois pendant des étés. Mais c'est l'isolation qui est liée au travail, qui est liée au vrai. Pour moi, le vrai travail, c'est quand tu es seul. C'est quand tu es seul et quand tu es en groupe, dans un bureau, en coworking. C'est pas du vrai travail. Et voilà, de réaliser que pour moi, le vrai travail est de faire ce que pour moi est devenu nécessaire de faire, peut être autant une source de souffrance et que continuellement, je me repousse dans ce puits. Je me rajoute des trucs, je me rajoute des objectifs. Pourquoi tu fais ça? Parce que moi, je sais que je fais. On va dire, je noie les problèmes dans le travail. Oui, ils savent nager, apparemment. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Parce qu'en fait, moi, je savais pas ça. Je pensais que tu travaillais. On va peut-être pas expliquer ton rythme de travail, mais t'es ultra discipliné. Je pensais que c'était juste naturel pour toi et tu t'épanouissais là-dedans. Non, parce que j'adore. Ouais. Je suis un fou du travail, mais tu peux adorer l'héroïne et ça peut te tuer quand même, tu vois. Et encore Pas mal celle-là. Et enfin, j'en sais rien, j'ai jamais pris d'héroïne, mais ouais, je le fais parce que j'ai toujours une passion pour le travail et ça fait partie de moi, quoi. Ça fait partie de moi de devenir plus. Et en fait, quand j'étais jeune, c'est un peu des insécurités aussi, tu vois. Pour moi, les gens qui sont dans ce cas de figure comme moi et peut-être comme toi, pas pour te mettre dans le même panier, mais c'est quand tu as la combinaison d'une grande insécurité avec un grand sentiment de valoir plus. Et le deuxième, c'est un peu, voilà. Et quand ces deux se combinent, c'est là où tu vas retrouver des gens qui vont sacrifier tellement ou qui vont tellement donner, alors que pourtant, tu vois, c'est comme si d'un côté, je suis pas assez, il faut que je sois plus. Voilà, je demande plus. Et d'un autre côté, je pense que je suis plus. Donc voilà. Et tu penses que tu utilises quel pourcentage de ton potentiel? J'ai un peu changé mon idée sur cette question parce que, comme j'ai dit avant, il y a ces étapes. Et pour passer chaque étape, il y a une très, très intense période de discomfort. Et c'est quand tu vas passer d'un étage à l'autre que c'est le plus insoutenable en termes de discomfort. Mais tu le sens quand tu passes d'un étage à l'autre? Ouais, ouais. C'est quand la dernière fois que tu as passé un étage? Là, je dirais que c'est maintenant. Mm-hmm. Pas maintenant, mais sur cette période de ma vie depuis 2023, quoi. Parce que j'ai des nouveaux projets, de nouvelles choses. Et ça devient... Mais j'ai entendu ça dans plein d'autres podcasts. C'est quand enfin, normal, quand tu sors de ta zone de confort, que ça devient, tu vois, genre tu deviens même au point où tu te bats contre ta propre paralysie. T'es constamment là à te trouver des choses à faire pour pas faire ce que t'as vraiment à faire. Donc moi, tous les jours, je suis là à batailler, à dire ah ouais, ça, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois faire ou est-ce que c'est juste moi qui me crée des choses? Donc tu vois, c'est dans ces périodes-là et en fait, c'est une période où tu t'es en conflit constamment, où tu fais des choses que t'es pas naturellement à faire.
Mais voilà, et une fois que tu passes le cap, une fois que tu passes l'étape, là, tu retrouves une période où tu es calme, où tu te sens bien, où tu... T'es calme là? Dans ces périodes de ma vie, non. Genre, ce mois-ci, quoi, tu vois. Non. Mais je cherche ça, je cherche ce discomfort et c'est dans ce... d'un côté, c'est là où les gens abandonnent le plus. En fait, pour moi, toute endeavor, comment tu dis, chaque chose, toute entreprise, mais pas le sens business du mot entreprise, c'est une espèce de pendulum. C'est un poids qui est très très lourd, qui est attaché à un fil au plafond. C'est imaginaire. Et quand tu commences quelque chose, ce poids, il est très très lourd parce qu'il y a aucune énergie. Et une fois que le pendulum il commence à bouger, et il y a plusieurs choses qui font bouger ce pendulum, il y a ton focus, l'attention que tu donnes, l'énergie que tu portes, et c'est vraiment une jauge énergétique. Et c'est pour ça que commencer 3 business en même temps, ça marche pas. C'est que tu peux pas faire bouger 3 pendulums en même temps ou donner autant d'énergie. Et après, c'est l'argent. Donc, plus tu injectes de l'argent et que tu dépenses en ads, par exemple, etc., ça fait bouger le pendulum, et les gens. Et tout, tu vois, même le gouvernement français, c'est un pendulum, tu vois, donc quand il y a toutes les manifs, tu vois, tu as tout le monde qui est dans cette espèce de gigantesque pendulum. Et tu vois, là, il est un peu en train de perdre de l'énergie et tu as tout le monde d'un coup qui commence à perdre de l'énergie. Donc je sais même plus pourquoi je racontais ça, mais ouais, ça demande une énergie énormissime, mais qui would crush most people de faire bouger ce truc au début. C'est pour ça que commencer, c'est le plus dur. Commencer un business parce que personne n'y croit et toi, tu dois mettre un max d'énergie là-dedans. Tu penses que commencer un business, c'est le plus dur? Ah ouais. Ok, moi je pense que scaler un business, c'est le plus dur. Enfin... Après, qu'est-ce que ça veut dire scaler? Qu'est-ce que ça veut dire débuter un business? Non mais, regarde, si demain, un mec veut lancer une agence de site, avant qu'il y ait un client, il va devoir faire tellement de choses. Il va devoir faire bouger ce pendulum assez pour que des gens puissent être pris dedans. Et il y a des gens qui, naturellement, vont radier plus d'énergie, qui vont faire en sorte, ou s'ils disent au monde, moi, je fais des sites, et qui parlent un peu à des gens, et qui mettent de l'énergie dans ce pendulum, ça va très rapidement prendre. Mais dans la majorité des cas, ça va demander une énergie dingue, tu vois. Et c'est pour ça que les choses prennent aussi du temps et que pour réussir, il faut mettre du temps, mettre du focus et continuer. Et rien lâcher, c'est là où ça prend. Je suis sûrement biaisé sur ma réflexion précédente parce que pour moi, ça a été très fluide et j'ai jamais eu à démarrer un projet en fait. Sûrement pour ça. Ouais, mais au début, quand t'es arrivé à Dubaï et que t'avais rien, t'as commencé à faire des sites. Juste, j'ai rencontré des gens, je savais même pas pourquoi je les rencontrais. Ouais. Et au final, ils m'ont dit, tu peux faire un site? J'ai dit, ok, tu vois. Juste comme j'expliquais la dernière fois, genre, leur expliquant ce que je faisais. Pour eux, c'était pas ultra clair, donc ils disaient, ok, je fais des sites. Et juste comme ça, ils m'ont dit, tu peux faire ça? Je dis, ok. Ouais, mais là où je pense que tu fais pas une erreur, mais c'est que, en fait, le pendulum, je continue à utiliser ces J'espère que les gens ils vont comprendre ton histoire de pendulum. C'est très mal expliqué, j'ai pas forcément. On leur fera un petit montage comme ça. Ouais. C'est que ça fait des années que tu mettais de l'énergie dedans. Chaque site Shopify que tu faisais au début, chaque skill set que tu as développé pour faire des sites, tu le faisais. Donc quand tu arrives à Dubaï, ça bougeait déjà. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que les gens ils ont été. C'est pas comme si j'avais développé une nouvelle compétence. Ouais. Mais pour quelqu'un qui est rien, ou qui a rien, qui a aucun skill, de monter une agence de site, ça va être énormément d'énergie. Énormément. Et les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de faire. Et c'est pour ça qu'être salarié, c'est tellement plus simple en termes, pas plus simple, je vais pas dire que c'est simple, mais c'est qu'en fait, tu rejoins une entreprise, donc tu as déjà un pendulum qui bat à fond. Tu as 50 personnes qui font, etc. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est à sauter dedans. Et tu es pris dedans. Ça rythme ta vie. Et toi, t'apportes encore plus et tu fais grossir le pendulum. Alors que nous, tous les matins, on doit rythmer. Exactement. Nous, on doit rythmer. Nous, on doit être celui qui commence à donner l'énergie. Et c'est pour ça, tu vois, que même moi, quand il y a des semaines où j'ai pas forcément beaucoup de travail sur mon business, juste parce que le pendulum dépend de moi,
ça demande une attention et une force énergétique immense. Donc ouais. Trop bien. Et est-ce que tu peux me répondre sur la partie, ok, disons, ambition, au-delà de 5 ans, parce que c'était très focus sur ton agence, mais est-ce que tu peux partir de manière un peu plus globale si tes ambitions sont un peu plus globales, peut-être, je sais pas comment le quantifier, mais à 20 ans, à 40 ans, le jour sur ton lit de mort, comme tu disais avant, qu'est-ce que tu veux avoir fait? Franchement, j'aimerais bien avoir vécu une grande partie de ma vie pieds nus. Parce que pour moi, les chaussures, ça représente un peu tout ce qu'il y a d'horrible dans la société. Mhm. C'est qu'on se détache de la nature en créant des villes, en ajoutant du béton pour se protéger de la nature. Et ensuite, on se met des chaussures aux pieds pour se protéger de ce béton qu'on a mis pour se protéger de la nature. Alors qu'au début, on pouvait marcher pieds nus dans la nature. Bon, là, il y en a qui me diront, oui, tu peux te faire mal, tu peux te couper et mourir, on en C'est reparlera. nos mamans qui vont dire ça. Et oui, ou va marcher dans la neige, etc. Oui, bon, voilà. Mais marcher pieds nus, pour moi, c'est le goal de ma vie, tu vois. Ça représente tout. Parce que si je marche pieds nus, je sais que je suis dans un endroit que j'aime. Je sais que je suis proche de la nature. Je sais que je suis calme. Je sais que j'ai chaud. Et pour moi, c'est tout. Et en fait, on va dire que ma plus grande ambition, c'est de redevenir peintre, d'être peintre et vraiment de vivre au calme et de continuer à apprendre tous les jours, à devenir mieux. Et un grand rêve aussi, je pense, c'est d'avoir une grande morale. J'ai vraiment cet Tu me parlais de objectif. sagesse la dernière fois. Ouais, d'être sage, quoi. Et je pense que la sagesse, c'est malheureusement, tu peux pas vraiment te forcer à l'acquérir. Tu dois y donner du temps. Et parce qu'en fait, moi, ma mère elle me répète toujours ça et c'est tellement, en soi, c'est vrai pour tout le monde. Mais il faut faire l'erreur soi-même pour apprendre. Tu vois. Ouais, ça, alors là, on peut aller sur des exemples très concrets. Il y a des choses que je te dis. Tu Ouais. sais que ça va te causer un problème et tu me dis, Ouais, on verra. bien sûr. Et puis, voilà. Et dans 6 mois, tu me dis, oh, putain, Paul. Il faut se casser la gueule pour vraiment apprendre ses leçons, tu vois. Et du coup, pour moi, je pense, pour atteindre la vraie sagesse, tu peux pas, évidemment, lire des livres, apprendre la philosophie, ça va vraiment te rendre beaucoup plus sage. Mais pour atteindre vraiment ce niveau de sagesse, il faut vivre tout. Il faut tout vivre, il faut faire tellement d'erreurs, il faut même avoir des disputes, il faut avoir des grandes relations, des relations fortes, puissantes. Et c'est ça qui va vraiment t'apprendre la sagesse dans la vie, je pense. Et ouais, du coup, mon rêve, je pense, c'est détaché du business. Mon rêve, c'est de rentrer chez moi. C'est où chez toi? Le chez toi que tu auras créé ou le chez toi? C'est pas un endroit physique. Il n'y a pas de coordonnées Google Maps. Il n'y a pas d'itinéraire pour y aller. C'est un voyage spirituel. Mais avant de pouvoir rentrer chez soi, il faut déjà se faire pousser des ailes pour pouvoir aller où on veut. Une chose que tu me disais, quand je te disais j'ai du mal à savoir avec qui évoluer, tu me disais vu qu'on est trop instable pour savoir avec qui évoluer, est-ce que tu penses que tu sais qui t'es pour l'instant? Enfin, maintenant, là. Qui je suis? Avant, c'était qu'est-ce que tu fais là et maintenant, c'est qui tu es. Parce que moi, je sais pas. Si tu veux que j'essaie d'avancer sur ça, j'ai aucune idée. Je sais pas du tout. Tu connais un peu la diversité des personnes entre qui j'ai grandi et mon entourage maintenant. Et c'est, Bah, en fait, quand on demande qui tu es, la plupart des gens ils diraient je fais ce métier, je fais ça. c'est vrai. C'est vrai que ce matin, excuse-moi, je te coupe, mais on a dû se présenter. Et la première chose qu'on a dit, c'est notre nom et ce qu'on fait. Et ton âge. Comme si c'était, Ouais. tu vois. Alors que pourtant, les métiers, ça n'existe pas. C'est tout inventé. C'est rien du tout. C'est, tu vois, t'es comptable ou t'es designer de logo, rien à foutre, quoi. Dieu, quand tu vas monter au ciel, il va te regarder, il va pas te demander quel métier tu faisais, tu vois. Donc, si après, je pense qu'on est vraiment une somme énergétique. C'est un peu fou pour dire ça, mais C'est quoi que tu me dis, genre, rien n'est réel, c'est ça que tu me dis souvent? rien n'est réel. Hmm. Enfin, il y a des choses réelles, Hmm. mais tout ce qu'on croit être le réel, tout ce qu'on voit, c'est pas réel. Avant qu'on nous coupe, tu crois là en la vie après la mort?
Franchement, j'aimerais répondre oui. Et moi aussi, j'aimerais répondre oui. Et je pense que malheureusement, je pense que ceux qui répondent oui, c'est un peu, pas naïf, c'est pas du tout le mot, mais pour pas affronter ce qu'ils sont censés affronter, tu vois. Ouais, après, moi, je crois vraiment au fait de quand tu dis les choses, que tu les affirmes, tu les possèdes après. Donc, moi, je vais dire, j'ai pas peur de la mort. Et je sais qu'après la mort, il n'y a rien. Et que justement, c'est ça qui est beau. Mais, ouais. Trop bien. J'arrête avec mes questions, Louis. On est bon pour aujourd'hui. Merci Ouais, à toi. ouais, merci. C'était un plaisir.